Alors, certains territoires côtiers bénéficient d'un outil particulier, ça s'appelle un parc naturel marin, il y en a 9 en France. Le premier, il a été créé en Iroise en septembre 2007, le dernier en 2017 en Martinique. Mayotte, créé en 2010, a été le premier parc en Outre-mer, et le golfe du Lion, créé fin 2011, le premier en Méditerranée. Olivier Musard, je rappelle que vous dirigez donc ce parc naturel marin du golfe du Lion qui organise ces échanges. Alors, ça sert à quoi un parc naturel marin? Et puis, c'est quoi les bonnes raisons que vous avez de plaindre les territoires qui ont l'infortune d'en être démunis? Très bonne question. Si je pouvais en augmenter là, des parcs marins, en fait, ça serait très bien. Il y a quelques zones comme ça qui s'y prêteraient, mais a priori, il n'y a plus les moyens pour pouvoir en mettre en place. Donc ceux qui en sont démunis, les pauvres, on va continuer à les plaindre, voilà. Mais ils vont rester démunis, d'accord. Voilà, exactement. Par contre, on voit bien quand même que le principe d'un parc marin, on le retrouve dans ce qui a été décrit par rapport au GIP Aquitain et puis sur le CEPRI. Le sens de l'histoire, on va dire, c'est jouer collectif. En tout cas, c'est d'être dans le partenariat, d'être dans la solidarité écologique notamment, en tout cas de faire ensemble qu'on puisse travailler ensemble. Donc un parc marin, ça a une forme spécifique qui est reconnue par un décret, mais pour autant, on peut avoir d'autres outils, d'autres systèmes qui peuvent se mettre en place pour pouvoir favoriser en fait ce type de démarche. Alors en même temps, un parc marin, ça a la difficulté d'être identifié comme un outil soit complexe, soit simple, parce que le parc, en fait, on peut dire que c'est un périmètre. Alors chez nous, c'est 4000 km² de Cap-le-Cat à Cap-Cerbère. Le parc, c'est aussi en fait une instance de gouvernance, 60 membres au niveau du parc naturel marin du golfe du Lion, pardon. Ça fait partie des parcs qui n'ont plus le droit d'être créés. Avec une spécificité très importante, c'est que la loi d'avril 2006 qui crée les parcs naturels marins en fait révise complètement l'approche française de la gestion de la mer, puisque dans un parc naturel marin, les services de l'État en fait sont en position minoritaire. Jusque-là, la gestion de la mer était plutôt dévolue en fait à l'État et mener des approches sectorielles en rencontrant tel ou tel acteur pour gérer telle ou telle problématique. Le parc naturel marin du golfe du Lion est composé de beaucoup de collectivités territoriales et qui représente à peu près un tiers du parc marin. Le parc naturel marin, c'est aussi en fait une équipe de l'Agence française pour la biodiversité. Donc, soit dit en passant, quand nos collègues de Brest ou de Mayotte ou de Martinique ou de Marseille parlent du parc, quand ils parlent en interne, c'est plutôt nous. Alors que le parc, en réalité, c'est un tout. Donc, c'est une équipe locale de l'Agence française pour la biodiversité qui travaille en soutien donc, auprès du conseil de gestion. L'objectif étant de bien définir en fait les périmètres d'action des uns et des autres. L'équipe technique avec une direction que j'assure pas, hein, que je suis juste en fait adjoint au service ingénierie et le service opération. Donc tout un ensemble, donc une équipe entière qui met en œuvre une expertise et un travail autour du plan de gestion et des programmes d'action, pour pouvoir investir le terrain, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir expertiser les travaux qui nous sont proposés ou les projets d'équipement ou d'aménagement qui nous sont proposés. Et puis, finalement, le conseil de gestion, lui, émet des avis et prend des décisions. Et c'est ce jeu en fait, d'aller-retour qu'il y a entre l'équipe de l'Agence française pour la biodiversité et l'équipe du conseil de gestion, dans sa grande diversité, qui font un tout relativement assez intéressant et certainement très unique et très particulier en son genre au niveau des aires marines protégées en tout cas. Alors, comme je vous le disais, en fait, un parc naturel marin, c'est d'abord et avant tout en fait un plan de gestion qui a été validé en octobre 2014. Et depuis lors, nous déclinons année après année des programmes d'action qui vont finalement puiser dans le contenu de ce plan de gestion. Comme je disais ce matin, nous avons en fait établi des grandes orientations, et à chaque fois, à l'issue de ces concertations, de ces travaux où on a associé en fait toutes les parties prenantes, toutes les idées en fait ont été partagées par les acteurs du territoire, par
par les individus qui étaient conviés aux réunions, entités, associations, services de l'État, collectivités, etc. Et en nous encourageant finalement à retenir des principes d'action, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il y a qu'à, voilà, etc. Et donc on a, dans le cadre du plan de gestion, en fait, un ensemble de principes d'action qui doivent concourir à atteindre nos objectifs. Donc à chaque fois qu'on réalise finalement, ou qu'on propose un programme d'action au conseil de gestion, eh bien on vient réfléchir, on vient puiser nos hypothèses par rapport à ce qu'il y a écrit dans le plan de gestion, mais aussi par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le territoire pour sonder si ce type d'action à mettre en œuvre est toujours d'actualité. Et puis, c'est un travail qui est beaucoup plus caché. Au-delà du fait que les équipes des parcs marins vont sur le terrain ou mettent en œuvre des projets avec les acteurs du territoire, en fait, les agents des parcs marins en fait, sont là aussi pour expertiser les projets qui sont proposés dans le cadre d'instruction, par rapport à un service instructeur qui reçoit un dossier et qui nous le soumet. Et donc à travers en fait, le travail d'analyse technique, d'analyse réglementaire, qui combine aussi bien des compétences techniques, mais aussi juridiques, nous mettons en perspective donc, les objectifs de long terme qu'on s'est fixés au niveau du plan de gestion, donc ce qu'on appelle les finalités, et puis aussi la carte d'évocation, puisque un parc naturel marin a une carte d'évocation, et tout à l'heure Olivier Delteil en parlait. Aujourd'hui, cette notion de carte d'évocation va devenir de plus en plus importante, en tout cas par rapport à des politiques publiques d'ensemble, qui permet finalement de démontrer que sur une surface marine, tout n'est pas égal par ailleurs. Donc, vous voyez, il y a une petite flèche grise en fait qu'il y a entre le porteur de projet et entre l'équipe du parc naturel marin, l'équipe technique. En fait, ce que nous, on aimerait faire, c'est de travailler le plus possible en amont, dans la logique d'accompagnement que tous les services de l'État ou que les établissements publics qui travaillent avec des pétitionnaires doivent avoir en tête, pour faire en sorte que les projets qui sont menés au moment de l'instruction en fait, soient déjà le plus compatibles possible par rapport au plan de gestion et par rapport aux enjeux, face aussi à la complexité des sujets qui sont abordés. Et le sujet d'aujourd'hui le démontre, puisqu'il faut vraiment aussi sortir d'un certain nombre de points de vue, et notamment au niveau de l'emprise spatiale, pour ne pas rester uniquement à l'aune de sa plage qu'on voudrait protéger. Une fois qu'on a fait ce travail, ou qu'on va tendre à faire de plus en plus ce travail avec le pétitionnaire, lorsque le service instructeur reçoit le dossier complet par le pétitionnaire, à ce moment-là, il nous le soumet, et nous, on fait un vrai travail d'analyse, qui, contrairement en fait, au service de l'État, est un peu moins brut, si je puis me permettre, dans le sens où les services de l'État en fait, n'ont pas une obligation à faire... Ils doivent démontrer en fait, où sont les erreurs, où sont les marges de progression, etc. Nous, on doit faire un travail auprès du conseil de gestion, qui est un travail pédagogique aussi, pour montrer en fait... Voilà pourquoi, voilà comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Parce que c'est le conseil de gestion qui va prendre en fait, une délibération, c'est le conseil de gestion qui va émettre un avis. Et donc, comme le conseil de gestion, c'est des élus, c'est des pêcheurs, c'est des plongeurs, c'est un ensemble, c'est une communauté très hétéroclite. Il est important en fait, qu'on travaille en fait, ces prises de décision en mettant en place en fait, et en rédigeant des avis, des propositions d'avis qui soient les plus pédagogiques possibles. Ensuite, une fois qu'on sort une note technique, on la propose lors d'une session de conseil de gestion au vote délibératoire donc, du conseil de gestion, des membres du conseil de gestion qui peuvent reprendre complètement nos propositions, qui peuvent reprendre en partie nos propositions ou pas du tout les propositions. Voilà. Donc, on fait notre travail d'analyse technique. Et à ce moment-là, c'est au conseil de gestion de décider ce qu'il veut retenir et ce qu'il veut mettre dans la délibération qui sera partagée ensuite auprès des services de l'État, puisque derrière, nous, on produit des actes administratifs. Maintenant, là, le cœur du sujet, c'est qu'en fait, il y a deux types d'avis au niveau d'un parc naturel marin. Il y a l'avis simple et l'avis conforme. Alors l'avis simple, en fait, c'est l'avis de tous les jours par rapport à des projets qui n'emportent pas en fait, un effet important sur le milieu marin, et c'est un avis de forme, c'est pas un avis technique non plus, parce que c'est quelque chose qui emporte finalement en fait, une mise en correspondance entre ce qu'on décide d'appliquer par rapport aux enjeux du territoire, par rapport au plan de gestion, ce qu'on veut atteindre, et puis en proposant des prescriptions et des réserves. Mais les services de l'État, en fait, ne sont pas obligés de suivre
cet avis simple, d'après la loi. Mais après, évidemment, comme les services de l'État sont aussi membres du conseil de gestion, il importe que tout à chacun puisse regarder comment travailler par rapport à ces descriptions pour prendre en compte en fait, les différents avis, l'avis technique formulé par l'équipe de l'AFB et puis l'avis qui est soumis au vote à délibération et qui est pris par les membres du conseil de gestion. Ensuite, il y a l'avis conforme. Et là, l'avis conforme, en fait, c'est, d'après la loi, c'est il est requis lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu d'un parc naturel marin. Et à ce moment-là, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou sur délégation du conseil de gestion. Et à ce moment-là, un avis conforme, c'est un petit peu comme pour les bâtiments de France, je pense que vous connaissez ça, cet avis doit être obligatoirement suivi par les autorités publiques en charge du dossier. Donc, grosso modo, il y a deux questions à se poser quand on reçoit un dossier. Soit il y a un effet notable, est-ce qu'il y a un effet notable? Est-ce que le dossier est en cohérence avec le plan de gestion? Donc, s'il y a un effet notable, à ce moment-là, l'avis sera qualifié de conforme. S'il n'y a pas d'effet notable sur le milieu marin, l'avis pourra être qualifié de simple. S'il y a une certaine cohérence avec le plan de gestion, si ça s'est avéré, à ce moment-là, l'avis sera favorable, simple favorable ou conforme favorable. Et puis, s'il n'y a pas de cohérence, à ce moment-là, l'avis pourra être défavorable. Et là, vous avez le mixte, avis conforme favorable, avis conforme défavorable, avis simple favorable, avis simple défavorable. Au milieu de tout ça, évidemment, ce n'est pas aussi tranché. Il peut y avoir des prescriptions, des réserves qui obligent finalement le porteur de projet à essayer d'améliorer son projet, qui de toute façon, par ailleurs, au niveau des services de l'État, au niveau des autorisations, prendront en compte en fait, tous ces éléments qui auront été décrits normalement. Donc voilà, au-delà du modèle à l'œuvre,